Bonjour. Bonjour. On se retrouve ce matin pour nous entretenir sur le film Serment des prophètes, en présence du réalisateur, Monsieur Seydou Boundouane, qui vient de Ouagadougou, Burkina Faso. Donc, merci beaucoup d'être venu à Bayreuth. Moi-même, je m'appelle Ute Fentler et j'organise ou co-organise le Festival Cinéma Africa et la série des projections dans le cadre Africa Kaleidoscope. Et il y a aussi Marie Tsogo qui organise aussi ces journées de cinéma avec moi. Donc on aimerait bien échanger sur votre film et votre travail. Donc si vous pouvez peut-être d'abord nous parler un peu de vous-même, de vous présenter, donc comment est-ce que vous êtes arrivé au cinéma, par exemple, si on peut commencer par là. Ok. Bonjour à vous et merci à vous de, d'avoir fait honneur à mon film en le sélectionnant pour votre festival. Et aussi, merci pour m'avoir invité euh, dans cette petite belle ville pour présenter mon film. Voilà. Moi, c'est Seydou Bounaoudé, comme vous l'avez dit. Voilà, je suis cinéaste, aujourd'hui cinéaste burkinabé. Moi, d'abord, il faut dire que je, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai un peu grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait quand même mes études scolaires là-bas. Et c'est en 2005, avec la crise qui avait engendré, qu'il y avait là-bas, puisqu'il y avait une guerre là-bas, que moi je suis rentré en 2005 au Burkina Faso. Maintenant, quand je suis rentré, je venais même pas pour faire du cinéma. C'était pas dans ma tête, c'était pas un rêve. Je ne pensais même pas qu'un jour j'allais être cinéaste ou peut-être caméraman, même c'était même pas dans ma tête. Quand moi je suis rentré d'abord, dans ma tête, c'était de faire de la musique. Ouais, c'était de faire de la musique hip-hop, puisque je pratiquais un peu. Donc quand je suis rentré, j'étais avec mon grand frère. Et ils sont dans la communication. Lui, il est journaliste, mon cousin, lui aussi, il est dans la communication. Donc, la seule chose qui était devant moi, c'était le métier de l'audiovisuel, puisque mes grands frères évoluaient dedans. Donc, j'ai été mis en contact avec un caméraman pour pouvoir être son assistant. Voilà, donc j'ai essayé un peu avec lui et en même temps, on faisait la caméra, je faisais la caméra, j'apprenais la caméra, j'apprenais le montage. Voilà, donc au fur et à mesure, je suis devenu caméraman, monteur. Et après, j'ai eu l'envie de faire des films. Là, l'envie est venue après. J'ai eu l'envie de faire des films. J'ai dit, je m'intéressais beaucoup aux documentaires. Donc, il y a M. Bernard Yamiego, c'était un prêtre qui avait une maison de production. Donc, celui qui m'a formé en montage travaillait aussi là-bas. Donc, lui m'a déporté aussi là-bas pour pouvoir aller un peu travailler avec lui. Donc, il avait une série qu'il faisait. Donc, directement, j'ai été assistant à la caméra. Voilà, donc j'ai appris un peu, j'ai découvert le plateau. Donc, quand l'appétit venait maintenant en mangeant, je voulais vraiment faire. Donc, on a fait, après cette série, toujours, mais là, moi, c'était, la fiction ne m'intéressait pas, c'était le documentaire. Donc, j'ai essayé, j'ai pris ma caméra. Comme moi, je pratiquais la musique hip-hop, j'aimais le hip-hop, je suis venu au Burkina cause du hip-hop sans dire à quelqu'un. Ça, c'est à vous, je dis ça aujourd'hui, bien sûr, j'ai dit à quelqu'un, voilà pourquoi je suis venu au Burkina. Donc, j'ai dit, bon, j'avais des rappeurs qui étaient là, j'ai dit, je vais faire un film sur le parcours. Voilà, donc j'ai pris la caméra tout seul, j'ai fait des interviews, j'ai filmé le concert et tout et tout. Et j'ai pu monter, j'ai fait un film de 52 minutes. C'était courageux quand même. J'ai fait un film de 52 minutes et les 52 minutes, c'était là, j'ai regardé. En montant, c'était intéressant. Puisque je montais, c'était intéressant. Donc quand c'est monté fini, après j'ai vu que c'était un film. J'ai dit, mais attends, moi je peux faire un film. Donc, je l'ai présenté à Clé Diao. Clé Diao, vous la connaissez très bien. Voilà, elle a trouvé que c'était bon. Elle m'a mis en contact avec ses filles. Ses filles, ils ont acheté le film. J'ai dit, ah, donc je suis quelqu'un. Maintenant, j'ai dit, donc il faut que je me lance. Un soir, j'étais à la maison, devant mon ordinateur, j'ai commencé à écrire une histoire. Quand j'ai écrit, je regarde, je dis, mais ça, c'est un film.
il dit, c'est un film. Donc j'ai dit, il faut que moi j'apprenne. Donc j'ai commencé d'abord les recherches. Mon disque dur était plein. Sur YouTube, Google, comment écrire un scénario, comment écrire un personnage, comment. Moi j'ai beaucoup appris, tous les sites de cinéma, je tape seulement site de cinéma en français, je lis seulement. Site de cinéma, je lis seulement. Si je vois que c'est en anglais, je prends, allez, je transcris ça, je traduis ça en français, je lis. Donc je m'intéressais maintenant comme ça au cinéma. Je m'intéressais au cinéma. J'ai écrit le scénario. Quand j'ai écrit après, ma machine a pris un coup, tout est parti. Ah, donc je voulais réécrire un autre scénario et c'est là que j'ai écrit un court-métrage La colère des enfants soldats. Ça c'était mon premier court-métrage. Voilà, je l'ai écrit. Excusez-moi, c'était en quelle année? Je l'ai écrit en 2014. Je l'ai réalisé en 2014. Quand je l'ai réalisé en 2014, je l'ai réalisé même grâce à l'argent que CFI a acheté mon documentaire. C'est cet argent que j'ai pris et puis j'ai réalisé ça directement parce que personne ne te connaît qui va te produire. Donc j'ai produit, Dieu merci, ça a été sélectionné au FESPACO. Donc j'ai dit, moi aussi je suis quelqu'un. Et ça a été aussi racheté et passé sur TV5. Donc là, je me suis maintenant intéressé au film. Quand il y a des plateaux, je suis assistant. J'ai beaucoup travaillé en studio. J'ai été beaucoup assistant monteur. Donc là, j'ai beaucoup appris. Maintenant, sur les plateaux, je partais. On a fait, il y a une série que j'étais aussi assistant d'Adama Romba. Voilà, qu'on a fait des pilotes de la série ensemble et tout ça. Et comme ça, j'ai appris. Et quand il y avait des formations à l'Institut Imagine, là-bas aussi, j'ai beaucoup appris. Avec Gaston Kabouré là-bas, voilà, j'ai fait des formations là-bas, que ce soit en montage, en réalisation et puis en mixage son. Voilà. Donc souvent, quand on lançait des appels, voilà, donc je partais faire la formation. Parce que j'avais un ami là-bas, Edgar Bonfungu, voilà. Et le film sur le hip-hop, si j'ai bien compris, le titre c'est quoi? Mémoire des célébrités. Ah, ok. Mémoire des célébrités. C'était sur les 10 ans de carrière de Faso Combat, Hélène et puis Smokey. Ouais. Je le connais aussi. Voilà. Ok, moi je suis impressionnée par votre parcours. Vous avez eu une formation autodidacte, comme vous l'avez expliqué. Mais ce qui a attiré mon attention dans votre histoire, c'est le titre de votre premier court-métrage, La colère des enfants soldats. Et j'ai fait directement le lien avec le titre de votre film que nous diffusons dans le cadre de ce festival, Le Sermon des prophètes. Et je vois que les deux films ont un lien avec la sécurité, avec l'armée. Voilà, et je voudrais demander à partir de là, qu'est-ce qui vous motive à explorer beaucoup cette thématique? Bon, d'abord, j'ai exploré et j'explore cette thématique parce que dans les deux films, quand on voit, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, je ne sais pas si c'est une question, bon, c'est aussi une question d'éducation, une question de débouché, une question aussi de pauvreté, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup exploités. Les jeunes sont beaucoup exploités que ce soit par la politique, que ce soit par des institutions. Les jeunes sont beaucoup exploités parce que, eux aussi, quand on leur propose de l'argent, ils vont. Quand tu vois la colère des enfants soldats, c'est des enfants qui ont été recrutés pour aller faire la guerre. Tu vois? Donc, après la guerre, quand ils sont revenus, tous les grands, ils se sont nominés, ils ont pris les grands postes, et puis bon, ils vivent tranquilles, et ils ont abandonné ces enfants. Ces enfants, en réclamant le dû, on cherche maintenant à les éliminer. Tu vois? Mais maintenant, comme si ces enfants sont là, ils ne sont pas laissés faire. Voilà, donc c'est toujours, ça tourne autour de la jeunesse, de la pauvreté, de ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos dirigeants nous maintiennent dans la pauvreté pour pouvoir mieux nous exploiter. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ne veulent pas, quand il y a un groupe, ils ne peuvent pas prendre l'argent comme ça, remettre à un groupe. Ils ne peuvent pas dire à un groupe aujourd'hui, voilà, nous avons un projet de formation pour vous. Non, il y a toujours le leader, on lui donne un peu, on écarte du groupe. Le groupe reste toujours pauvre. Pourquoi il continue de les exploiter?
Voilà, donc c'est là où moi aussi, bon, quand je suis inspiré, je parle un peu. Mais ce contexte d'insécurité, de guerre dans le milieu, dans la sphère burkinabé, est-ce que c'est une peinture réelle de la société burkinabé actuellement? Est-ce que ça a un lien avec la crise sécuritaire? De guerre? Oui, la guerre, c'est toujours la guerre, c'est toujours des problèmes de lutte entre les groupes. Oui, bon, Burkina, les groupes armés. Oui, Burkina, pour nous, on n'a pas eu d'une grande guerre, mais actuellement, c'est ce qui est là aujourd'hui qu'on appelle une guerre. C'est la chose qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui est devenu une guerre, mais plutôt, au lieu d'une guerre, je dirais, c'est une lutte, c'est une guérilla, en fait. Voilà, c'est pas guerre entre deux armées, c'est la guerre entre l'armée et des groupes de personnes, des groupes armés. C'est ce que nous vivons ça aujourd'hui. Et maintenant, bon, on a mis dans l'assiette globale du terrorisme. Même quand l'actuel président, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris, il avait dit de ne plus parler de terrorisme parce que ce n'est pas du terrorisme. Mais puisque qu'est-ce que je veux dire, je ne sais pas si je veux dire que c'est l'héritage du terrorisme ou bien, mais ça a découlé du terrorisme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce phénomène est arrivé au Burkina comment? On avait un chef religieux, Amadou Diko, qui était là, un grand imam, qui était à Djibo, qui prêchait, qui avait des talibés, qui avait des personnes qui croyaient beaucoup en lui. Parce qu'il prêchait, il prêchait. Les vendredis même, presque les gens ne travaillaient pas, chacun partait écouter ses prêches. Voilà. Donc, lui, il était dans ses prêches, parce qu'il était un peu radical. Donc maintenant, quand le terrorisme a commencé au Nigeria avec Boko Haram, au Mali, les séparatistes sont rentrés. Après la guerre en Libye, les séparatistes sont rentrés. Donc, ces gens qu'on appelle ces terroristes, ils sont infiltrés en même temps, ils ont profité de la brèche ouverte par les groupes armés maliens, ils sont rentrés. Donc, Amadou Diko, lui aussi, il a envoyé ses élèves, quelques-uns de ses élèves au Nigeria, auprès de Boko Haram. Ils sont venus, ils se sont formés et ils ont commencé à collaborer avec les terroristes du Mali et ils ont commencé à faire des prêches, à faire des prêches, à faire des prêches. Et il y a eu quelques petites attaques qui ont commencé. Donc l'armée, Dieu merci, on a tué Amadou Diko, son fils a pris le relais. Son fils a été tué. Maintenant, quand son fils a été tué, c'est comme si on avait mis un pied dans la fourmilière. Et tous, ils sont éparpillés maintenant dans le pays. Et maintenant, c'est devenu des groupuscules qui ont commencé. L'armée aussi a commencé à lutter avec eux. Au début, quand ça a commencé, c'était vraiment, ils parlaient vraiment que de religion. Ils parlaient des religions, ils attaquaient les écoles, ils parlaient des religions, ils attaquaient les écoles. Maintenant, quand c'est devenu comme ça, des groupuscules, maintenant, ils s'attaquent à tout le monde. Et les bandits, les coupeurs de route, les anciens prisonniers, autres là, ils sont joints à eux. Donc, chacun cherche quelques armes là. Ils viennent, s'ils n'ont pas d'armes, ils cherchent un poste de police isolé. Ils viennent, ils attaquent, ils prennent ces armes. Donc, ils sont déjà armés. Et maintenant, quand ils vont sur le terrain, maintenant, ils ne font que voler du bétail, exploiter l'or, faire la razzia. Ils viennent, ils chassent les populations, ils ramassent tout, et se partagent, et c'est ce qu'ils font. Sinon, aujourd'hui, le terrorisme au Burkina n'a pas de visage, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de leader, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien, mais ils sont là, ils tuent, et puis ils violent. C'est tout ce qu'il faut. Et c'est peut-être ça qui vous a inspiré le titre, le sermon des prophètes. Oui, justement, c'est ce qui m'a inspiré le sermon des prophètes, parce que c'est un nouveau discours qu'ils apportent. Et leur discours, ils l'ont apporté avec plusieurs sujets. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils disent, bon, c'est la religion, ils arrivent à avoir quelques personnes. Après, quand on les découvre, ils viennent, maintenant, ils disent que c'est une question identitaire. Ils disent, puisque ils sont venus du Nord. Donc, ils disent qu'ils sont des Peuls. Et ils disent qu'ils sont là pour la cause des Peuls. Et ils disent que les Peuls aujourd'hui, quand tu vois les zones, aujourd'hui, ils disent que leur région n'est pas développée et que tout ça, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui ne veut pas, développer les régions. Donc, il faut que ces jeunes Peuls se joignent à eux pour lutter, pour pouvoir un bien-être de leur communauté. Donc, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Après, ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc finalement, ils collaborent entre eux, terroristes du Mali, du Niger, pour pouvoir mener ces attaques. Puisqu'on ne pense pas qu'actuellement, ils peuvent recruter encore.
c'est un peu compliqué pour eux. Donc maintenant, ils font avec des mercenaires entre eux, qu'ils s'appellent mercenaires, parce que si un terroriste du Burkina fait appel à un terroriste du Mali, c'est un mercenaire qui l'a cherché. Voilà, donc c'est ce qui est là actuellement. Mais on pense que, parce que quand ça a commencé au début, quand ça a commencé au Burkina, véritablement au Burkina, ça a commencé en 2016, janvier 2016, où il y a des terroristes qui sont venus attaquer à l'hôtel Palm Beach. Voilà. Ça a commencé là. Mais là, ils étaient toujours sur la question religieuse. Là, ils étaient toujours sur la question religieuse. Et là, à ce moment, nos gouvernements et notre armée et nos populations n'étaient pas prêts à ça. Parce qu'on attendait, on attendait que ça se passe au Mali, on attendait que ça se passe au Nigeria, on attendait que ça se passait en Afghanistan, on regardait les films américains, les Ben Laden. Donc nous, c'était ça, on savait, bon, nous on regardait ça comme ça, on ne savait pas comment c'était. Donc quand c'est arrivé maintenant en 2016 au Burkina, on n'était pas prêts à ça. Donc c'était une nouvelle chose. Donc c'est ce qui fait qu'ils arrivaient à encercler des camps militaires, à exterminer les militaires, ils arrivaient à les postes de gendarmerie, ils égorgeaient partout. Donc on ne sait même pas qui était qui. Mais aujourd'hui, on connaît le mode opératoire, aujourd'hui on connaît comment ils agissent, donc on arrive à faire face, on arrive à repousser ça. Donc comme vous avez expliqué très bien le contexte au Burkina qui règne depuis quelques années, et j'aimerais bien savoir donc, comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur le scénario pour le film Le Serment des prophètes. Le film, je l'ai écrit en 2019. Ça, je l'ai écrit, c'est une fiction, une histoire imaginaire. J'ai mis ma fille, je l'ai écrit. Mais pour avoir les informations, pour que le film soit vraiment proche de la réalité, je me suis beaucoup. J'ai cherché des informations auprès vraiment des médias, des informations que les médias avaient, qui relayaient, et aussi auprès des populations déplacées qui étaient dans ces zones où les terroristes ont chassés. Voilà, donc quand ils faisaient des témoignages, j'ai des amis aussi qui ont eu des villages qui ont été attaqués. Voilà, donc ils ont des parents qui sont là-bas. Donc quand tous ceux-ci faisaient le témoignage de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc c'est avec tout ça que j'ai quand même enrichi mon scénario pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment plus proche de la réalité. Voilà, donc quand tu regardes ce film, c'est une fiction, mais c'est de la documentation pour ce qui est du terrorisme aujourd'hui, parce que c'est réellement ce qui s'est passé sur le terrain que j'ai retranscrit dans ce film. Et voilà pourquoi le film, comme je l'ai dit, le film, il est frontal. Voilà, il te montre tout de suite. Et ce qu'il te montre tout de suite aussi, c'est que c'est ce qui se passe là-bas. Donc moi, je voulais juste raconter ce qui se passait là-bas. Voilà ce qui se passait sur le terrain réellement. Voilà pourquoi j'ai pas trop creusé dans l'imagination. Voilà, j'ai pas trop creusé dans l'imagination. Je n'ai pas trop traîné un peu dans les récits poétiques. Et puis, parce que ce film a été fait dans l'urgence, il faut le dire. Parce qu'au moment quand ce film, je l'écrivais, le terroriste en griffe battait fort. C'est-à-dire chacun s'accusait, on disait ci, on disait ça, on disait ça. Donc c'était vraiment dans le feu de l'action. Et donc, il fallait dire aussi réellement ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça. Et je suis curieuse de savoir si les populations ont pu faire la différence entre le tournage, qui est le cinéma, et la réalité au moment du tournage. Sinon, comment est-ce que tu as... Je peux tutoyer. Comment est-ce que tu as réussi à manager ça, à faire comprendre aux populations que là, c'est le cinéma et que ce n'est pas la réalité, surtout que les populations, au vu du contexte, pouvaient être traumatisées par tous ces événements. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les défis que tu as rencontrés? Comment tu les as surmontés? Ok. Quand j'ai écrit le film, d'abord, parce que c'était, comme je l'ai dit, c'était chaud, c'était une période qui était un peu chaude. Moi, d'abord, même quand j'ai écrit ce film, quand je le présentais d'abord aux comédiens d'abord, je ne le disais même pas directement que j'évitais de dire le film qui parle du terrorisme. J'ai dit chaque fois c'est la radicalisation des jeunes par des groupes armés qui attaquent les villages et tout. Avec des comédiens, c'était un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de têtes d'affiche qui étaient d'accord avec moi,
qui ont lu mon scénario, après ils ont désisté. Ça, je le dis, hein, ils ont désisté. Voilà, il y a d'autres qui ont désisté parce qu'ils ont dit que bon, ça serait un peu dangereux pour eux, ça serait un peu dangereux pour eux. Voilà. Donc, mais finalement, il y a d'autres qui ont accepté. Maintenant, où c'était encore plus compliqué, c'est ceux qui devaient jouer quand même le rôle de terroristes. Parce que ceux qui nous attaquaient, ils avaient des visages sahéliens, ils avaient la formologie Peul, ils parlaient en Peul, donc tout le monde disait que c'était des Peuls, c'était des Peuls, c'était des Peuls. Bon, trouver un Peul aujourd'hui qui va venir jouer ce rôle de Peul méchant, tueur, terroriste dans le film, il refusait. Il y a d'autres qui ont accepté, qui ont pris le scénario, on a fait des répétitions et tout. Après, ils ont refusé. Donc, quand c'était comme ça, moi, ça devenait un peu compliqué pour moi. Comme je voulais aussi être très proche de la réalité, je voulais vraiment ces gens qui avaient ce visage, qui avaient cet accent, qui parlaient cette langue. Donc, il fallait des gens comme ça. Donc, moi, je les ai dit finalement, j'ai dit à mon acteur principal, puisqu'il y a un qui a désisté, le deuxième a désisté, le troisième, je lui ai dit, bon, tu sais, vous les Peuls, on ne peut pas vous aider. Il me regarde. Il dit pourquoi? J'ai dit, mais vous nous tuez, on veut trouver une solution à ça, et vous refusez. Il s'est emporté. Donc moi je veux dire que c'est les Peuls qui sont les terroristes, quoi. J'ai dit, mais j'ai dit, tu es terroriste, non? Il dit, non, qu'il n'est pas terroriste. J'ai dit, on va dire que les Peuls sont des terroristes. On va dire que tous les terroristes sont des Peuls, mais tous les Peuls ne sont pas terroristes. Maintenant, si toi, tu n'es pas terroriste, et que tu n'aimes pas les terroristes, tu n'aimes pas ce que font les terroristes, tu veux lutter contre ça, tu ne vas pas rester à la maison. Viens jouer dans le film, tu auras l'occasion de t'exprimer. Viens jouer dans le film, quand tu auras, parce que tu as joué dans le film, tu es l'acteur principal du film, tu auras l'occasion, tôt ou tard, d'être face à la presse, tu vas donner ton point de vue. Là, on va dire, beaucoup de Peuls sont terroristes, mais beaucoup de terroristes sont des Peuls, mais tous les Peuls ne sont pas terroristes. Et il m'a dit, c'est un peu vrai. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est vrai. Venez ensemble, on va lutter contre ça. Parmi les terroristes, il y a toutes les ethnies dedans. Mais c'est la langue Peul là qu'ils ont pris, puis ils ont mis en avant. Donc, eux tous sont des Peuls. Parce que c'est venu de là-bas. Donc, il a accepté, ils sont venus, on a tourné. Parmi eux, il y a un jeune homme dedans, dans le film, qui joue le méchant, qui a beaucoup de cheveux. Voilà. Lui, quand le film est sorti, il a eu des problèmes. Même l'acteur principal, ils ont des problèmes dans leur quartier. La communauté les a appelés, dit ouais, que vous faites honte à notre ethnie, pourquoi vous partez jouer un tel rôle dans un film, ceci, cela. Et donc, quand on les a dit ça, ils se sont rappelés de ce que moi je les ai dit, ils ont transféré aussi mes messages en leur disant, mais écoutez, on dit que nous sommes des bandits, nous sommes des terroristes, nous sommes des Peuls. Et puis vous ne voulez pas que nous on lutte contre ça. Quand on a joué dans ce film, c'est pour montrer que ce n'est pas nous tous qui sommes dedans. Donc ils ont fait passer le message, ils ont compris aussi que bon, faire passer jouer dans le film n'est pas dire que nous sommes des terroristes. Voilà. Mais maintenant les populations qui ne sont pas sur le terrain quand on tournait, c'était compliqué aussi parce qu'on a fait le repérage peut-être 5 à 6 mois avant, expliquer tout, j'étais d'accord, j'ai dit mais que c'est un bon projet, voilà, c'est une belle initiative, vous dites lutter contre les terroristes, ils étaient tous d'accord. Mais une fois qu'on vient, on place le décor, et on commence les tournages, ils sont là, ça les fait rire, ils sont d'accord. Mais quand ça arrive dans des séquences de tueries, dans des séquences où les terroristes viennent en moto avec les accoutrements et tout, paf, ils disent arrêtez. Surtout quand on fait sortir le drapeau là. Le drapeau, on les cachait chaque fois. Le drapeau noir des terroristes avait l'écriture arabe qu'elle a dessus là. On les cachait chaque fois. Quand on battait le chef d'écho, il avait ça, mais il les cachait toujours. Parce que quand on est prêt à tourner, quand on le fait sortir, on le met devant une moto comme ça, non, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Mais on a essayé de tourner avec... Mais c'est ce qui a fait que j'ai dit souvent, j'ai l'habitude de dire qu'on a tourné à la halte. Parce que quand les villageois ils acceptent qu'on tourne, quand ils voient vraiment que c'est un tel film, ils nous laissent tourner. Mais sachant que le lendemain, ils ne vont pas nous laisser. Sachant cela, nous, les séquences qu'on a à tourner là-bas, on les tourne. On sait qu'on n'a qu'une journée pour le faire. Donc, on les tourne. Donc, il y a des séquences qu'on a eues
parfait, on était d'accord. Il y a des séquences qu'on a été un peu insatisfaits, mais on a fait avec, on ne pouvait pas revenir encore là-bas. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas le budget qu'il faut, on ne peut pas dire, bon, il faut laisser tout tomber et puis aller reprendre ailleurs. On ne pouvait pas le faire. Donc c'est ce qui a fait que c'était un peu difficile pour nous. C'était difficile pour nous. Même pendant les derniers jours de tournage, dans un village qu'on a tourné où un terroriste a traîné une fille dans le film et puis elle criait. Mais au moment où on tournait, on attend la voix du chef du village. En plein tournage. Arrêtez! Le chef de sa voix, arrêtez! On ne fait pas ça chez moi, le chef du village. Alors lui, même la veille, on était avec lui. On est passé avec lui, causé avec lui, il lui donnait l'argent de cola, il était content. Mais quand on est venu, on était avec lui. On a tout placé devant lui. Mais quand ça a commencé comme ça, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est comme la population est un peu traumatisée ou quoi. Quand la fille a commencé à crier sur le plateau, le vieux a crié, il dit non, arrêtez, il ne veut pas, il veut pas. Et comme c'est le chef, il a parlé, il dit arrêtez, il ne veut pas. Il a pris sa moto, il est sorti. Le chef a dit arrêtez, il est parti. Qui va lui demander pardon? Qui va dire continuons? On ne peut pas. On est obligé de l'attendre. Il est parti, il a duré, il avait les revenus, on l'explique. Bon, on dit, ok, cette séquence, on ne va plus faire cette séquence, on va tout tourner. Il dit donc, il fait vite, il peut partir. Donc c'est ce qui a été vraiment difficile pour nous. Et même il y a un village que je disais, on était en plein tournage et puis après voilà la police qui a débarqué. Ils ont appelé la police pour dire qu'il y a des terroristes qui sont venus ici, ils ont même tué des enfants. Donc ils sont venus comme ça, mais heureusement, bon, comme on avait notre autorisation de tournage et tout, le commissaire, donc quand les policiers sont venus, ils ont dit qu'il faut qu'on parte voir le commissaire. Donc moi je suis reparti avec mon assistant au commissariat, on a vu le commissaire lui montrer l'autorisation de tournage et tout. Il a dit ok, il n'y a pas de problème de tourner, mais de faire très attention. Donc on n'avait même plus de figurants. Parce que les villageois qui devaient être figurants, de bouche à oreille, chacun dit hey, ça là, il ne faut pas rentrer dedans. Hey, ça là, il ne faut pas rentrer dedans. Donc ça fait que c'était un peu compliqué pour nous. Donc c'est ce qui nous a beaucoup, qui a été difficile pour nous. Sinon, avec les autorités, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème, même avec le financement qu'on a eu pour faire ce film, on n'a pas eu de problème, puisque le film a été produit avec la subvention du Fonds de développement culturel et touristique, le FDCT, qui en collaboration avec l'Union européenne, qui avait un projet, le PEG-CG. Voilà, donc c'est eux qui ont contribué à ce qu'on puisse tourner le film. Et puis, bon, quand on a fini de tourner le film, ça c'était la version qu'on avait au JCC. Et quand on est venu en post-production, il y a des trucs qu'on devait retoucher, tout. Dieu merci. Le ministère de la Culture, par le biais de la présidence, il y a une subvention qui a été débloquée pour des films qui étaient sélectionnés pour passer au FESPACO. Et notre film était sélectionné. Et donc, on a eu aussi un peu de financement là pour pouvoir essayer de rattraper des choses sur le film. Et au sein de l'équipe, quelle était l'ambiance générale? Non, dans l'ambiance, les techniciens, ils étaient tous contents de travailler sur ce film. Ils étaient tous, quand ils ont vu le sujet, ils disent ah, c'est un sujet d'actualité, c'est ce qu'on vit, c'est bon, c'est l'un des premiers films sur le terrorisme burkinabé qui parle vraiment des réalités du Burkinabé. Voilà, quand tu regardes, de toute façon, les terroristes sont habillés dans le film, c'est comme ça, réellement, ils sont habillés sur le terrain. Donc, ils étaient tous contents qu'on joue ce film, chacun apportait ses idées, quand il y avait quelque chose à dire, chacun disait, et puis on a bien tourné. Mais le scénario, on n'a pas eu de problème avec le scénario. Quand on a déposé pour le financement, on n'a pas dit, bon, ce scénario, on a lu votre scénario, là, il faut enlever ça, il faut se faire ci. Non. Même que ce soit au niveau du FDCD, avec l'Union européenne, au niveau du gouvernement, personne n'a parlé sur le scénario. On a été libre de faire le film comme on veut. Maintenant, c'est à Tunis, pendant les JCC, que le film choquait les gens. Le film choquait les gens. Quand on a publié, quand on a projeté, même en salle, il y a d'autres qui sortaient, ils restaient dehors. Quand on sortait, ils nous disaient que non, que ce genre de film, bon, c'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop violent. Pourquoi on a fait un tel film? Et comment nous on va repartir au pays? J'ai dit, ça là, c'est ce que les gens ont raconté, que nous on a pris en affaire film. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous savez ce qui se passe sur le terrain? Ce qui se passe sur le terrain, c'est plus violent que ce que nous on a dit. Nous, on a juste donné une idée de ce qui se passe sur le terrain. Sinon, quand les victimes eux-mêmes racontent le calvaire,
est-ce que vous pouvez? Donc, à Tunis, en tout cas, vraiment, les gens, mais eux, bon, peut-être c'est par rapport au contexte ou peut-être eux, là-bas, la liberté d'expression avait une limite où il y a des sujets qui étaient un peu tabous. Voilà, sinon, avec chez nous, là, on n'a pas eu de problème avec ça. Je voulais même continuer qu'il y a même 3 doctorants qui se sont intéressés au film. Hein. Voilà, pour les thèses, ils se sont intéressés au film. Donc, ça veut dire que quand même, ce film a beaucoup d'informations. Peut-être ça me donne l'opportunité de poser la question sur la réception du film. Le film a été sélectionné à la 28e édition du FESPACO. Oui. Et comment est-ce que le public burkinabé l'a reçu? Oui, au FESPACO, souvent j'ai dit en rigolant que c'est... Sinon, c'est le deuxième film après Sira qui a fait Salcom. Parce que on l'a projeté dans la grande salle de la mairie. C'était Salcom. Quand on a commencé, après il n'y avait pas de tickets. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes. Donc on était contents. Et même quand on a même fait une tournée, nationale dans 3 régions pour présenter le film. Vraiment, le public a adhéré et le public a bien aimé le film. Voilà, les jeunes ont regardé, et puis surtout les enfants. Ce qui me plaisait quand on a fait la tournée là, c'est les enfants qui posaient beaucoup de questions. Les jeunes, les enfants qui posaient beaucoup de questions que les personnes âgées. Donc ça veut dire que le public a vraiment aimé le film. Et quand vous dites une tournée, vous avez pu montrer le film dans quelle région? On a montré ça dans la région de Haut-Bassin, on a montré ça dans les régions du centre-est, on a montré dans la région du sud-ouest. Et dans quelle salle? Les régions n'ont pas de salle. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Où est-ce que vous avez pu montrer le film? On l'a fait dans des salles de fête, et puis dans des salles des jeunes, avec un vidéoprojecteur. Mais le film n'a plus tourné, n'a plus été programmé pour les salles à Ouaga, après le FESPACO? Oui, bon, après le FESPACO, on a eu une projection en salle au Ciné Burkina. Ok, une seule? Oui, on a eu une. Bon, après, on n'a pas encore eu de date pour le faire, parce que puisqu'on n'a pas de salle, la file d'attente, c'est très long. Même aujourd'hui, si tu as un film sous la main tout de suite, tu vas au Ciné Burkina que tu veux le faire passer, peut-être on va te parler des janvier prochain. Ouais. Parce que les jeunes se battent pour faire des petits films. Donc ça veut que... Parce que c'est eux qui maintiennent le cinéma. Ceux qui font des films avec les appareils photo et tous les jeunes. C'est eux qui maintiennent le cinéma au Burkina. C'est vrai que les gens n'ont pas trop souvent... Les gens ont des propos déshonorants envers eux. On les insulte qu'ils ne font pas de bons films, que le film, le son n'est pas bon, le scénario bancal, ceci, cela. On les insulte qu'ils ne font pas de bons films, qu'ils tuent le cinéma. Ils ne tuent pas le cinéma, c'est eux qui maintiennent le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font les films d'auteur, qu'on appelle des cinéastes qui font des films d'auteur aujourd'hui, ils font des films quand? Chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans, ils font un film. Et quand ils font un film, c'est fini. Le film, c'est pas pour... C'est pas un film commercial, c'est un film d'auteur. Un film d'auteur, bon, ça c'est pour une certaine classe, c'est pour des festivals. Mais maintenant, et la population burkinabé, ils veulent regarder le cinéma. Ils veulent regarder le cinéma où ils comprennent, où ils se sentent dedans. Alors maintenant, ça c'est les jeunes là qui font ce genre de films populaires. Et quand ils font, bon Dieu merci, ça marche pour d'autres, ça marche pas pour d'autres. Et bon, c'est un forgeant on devient forgeron. Voilà, quand ils vont faire le premier film, le deuxième film, le troisième film, les gens ils vont monter. Voilà, donc c'est comme moi aussi, si moi je fais mon deuxième long métrage, ça serait plus différent que ce premier. Voilà, donc c'est ça. Si on n'a pas de salle, mais bon, on essaie de se débrouiller pour faire avec. Et pour le tournage, pour revenir rapidement au tournage, dans quelle région est-ce que vous avez pu tourner le film? On a tourné le film dans la région du centre. Voilà, parce qu'au début, on avait fait les repérages dans la région du nord. Après, mais c'était très compliqué. On ne pouvait pas partir parce que bon, les attaques étaient trop. On ne pouvait pas partir. Et puis, le manque de confiance. Parce qu'à ce moment, ils ne savaient pas qui était qui.
voilà, tu vas aller, que nous on veut tourner ici, les gens vont dire, ouais, c'est vrai, on va vous aider, on va vous aider, vous allez partir à l'hôtel, et puis la nuit, ils vont venir vous encercler, vous tuer, c'est ce qu'ils faisaient. Donc ça fait qu'on a dit, bon, c'est un peu compliqué. On est descendu un peu, centre-nord. Après, les terroristes avançaient. Il y a dans le centre-est, on avait trouvé une ville là-bas qu'on devait aller en repérage. Et 2 jours avant, ils ont frappé encore dans cette ville. Donc ça fait que finalement, on est venu tourner ça au centre. Voilà, notre centre là, c'est un peu sécurisé. Maintenant, quand on tournait là-bas, on ne craignait pas les terroristes, mais c'était les populations qui étaient un peu réticentes, qui craignaient aussi des représailles, qui craignaient aussi que quand on va tourner le film, on ne voit pas le village comme un village de terroristes. Voilà. Donc c'est au centre qu'on a tourné le film. Oui, bon, peut-être je peux aussi saisir cette occasion pour parler un peu du film et surtout d'un personnage qui m'a marqué dans le film, Abdou, le monsieur de 50 ans, qui a un peu un comportement ambivalent. Il donne l'impression d'être une personne qui s'occupe de la communauté, mais en parallèle, c'est lui qui finance les terroristes. Et vu que voilà, le scénario est tiré des témoignages et en fait le scénario, c'est une peinture de la société actuelle. Est-ce que des personnages comme Abdou, avec ce comportement ambivalent, est-ce qu'on a des cas de notre Ils ont existé et ils existent. Peut-être après, ils ne vont plus exister. Parce que quand les terroristes, ils sont en brousse, ils mènent... C'est ça, c'est une lutte, c'est pas une lutte. Ils commettent leur exaction sur les populations. Maintenant, quand ils récupèrent l'or, quand ils récupèrent les bétails, c'est des gens qu'on dit qu'ils ne sont pas terroristes qui achètent. C'est des commerçants qui ne sont pas dans des zones attaquées qui achètent. Et ce sont des gens comme les Abdou Jamal. Et c'est ces mêmes personnes qui leur offrent le carburant. Ce sont les terroristes. À un moment donné, ils ne peuvent pas avoir du carburant. Donc, c'est les gens comme Abdou Jamal qui donnaient ça aux terroristes. Et dans les grandes villes, il y a beaucoup comme ça que la gendarmerie, l'armée a arrêté. Ils sont beaucoup comme ça, double jeu. Ils se lèvent, ils disent, ouais, nous on lutte contre les terroristes, nanana. Alors eux-mêmes, ils travaillent. Bon, peut-être ils font ça pour pouvoir éloigner de tout soupçon. Mais c'est eux qui financent les terroristes en quelque sorte, puisqu'ils achètent, ils achètent les produits des terroristes et ils livrent du carburant et de la nourriture aux terroristes. Ces gens comme ça, ils sont pleins. Ça, on en a attrapé beaucoup, beaucoup. Même avant-hier, quand je venais, je voyais dans une publication qu'ils ont arrêté un ou ça, à Waïguia. Voilà, ils achètent, les terroristes viennent les vendre du bétail et ils les livrent du carburant et autres. Donc, ils sont beaucoup comme ça. Dans le verre et dans le fruit. Oui, ça est dans le fruit. Voilà pourquoi c'était compliqué. Voilà pourquoi c'était compliqué. On a vu même en 2020, puisqu'il y avait une grande rencontre de l'armée, bon, c'était un séminaire sur les sécurités à Bobo, qu'il y a des militaires même qui ont témoigné. Il y a des militaires que les terroristes ont approchés pour pouvoir leur donner de l'argent pour qu'on leur donne des informations. Donc à cette période, c'était un peu compliqué. Donc chacun se méfiait de chacun. Chacun se méfiait de chacun. C'est vrai que nous qui sommes dans des zones où il y a quand même un peu de sécurité, nous, on arrive à parler de ça. Mais quand tu vas dans des zones où vraiment il y a des attaques, ceux qui vivent ça là-bas, on n'en parle même pas. Là-bas, on n'en parle pas. Non, ça n'en parle pas, c'est tabou. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parce que tu parles aujourd'hui à ton voisin est complice. Parce que les terroristes, ils jouent beaucoup avec, comme j'ai parlé toujours quand on a parlé du film La couleur des enfants soldats, sur la pauvreté. Il te dit, bon, tu nous apportes une information, tu as 200 000, tu nous apportes une information, tu as 500 000. Donc ça fait que si toi tu causes avec ton voisin, lui parle, il dit, ah, bon, mon type qui est là, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. La nuit, on se lève, tu n'es pas là, on va trouver ton corps quelque part là. Donc ça fait que chacun se méfie de chacun. Ce sont des gens comme Abdou Jamal, ils existent. Mais après, on va les nettoyer, ils ne vont plus exister, sinon ils existent. On peut peut-être rapidement encore parler du titre, le serment des prophètes.
Est-ce que c'était le titre dès le début ou bien vous en avez... Parce que bon, il y a aussi les prophètes, donc il y en a toujours plusieurs. Au début, ce n'était pas le titre, mais c'est quand je parle de prophètes, c'est des faux prophètes. Je parle des terroristes et des discours. Je parle de ces imams qui véhiculent des messages à la faveur des terroristes, qui essaient de diviser la société par le discours pour pouvoir infiltrer le terrorisme. Donc c'est d'eux je parle, je dis c'est le sermon. Parce que quand vous voyez dans le film Walid Jaffa qui a réuni sa communauté et puis il a dit levons-nous pour notre liberté, cette terre nous appartient, laissez vos vaches, allons à la conquête de notre liberté. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils ne nous considèrent pas comme les citoyens. Ils nous appellent hommes d'Israël, ils nous appellent hommes enturbanés. Voilà, c'est le discours qui est là. C'est ce genre de discours qu'ils donnent pour pouvoir recruter. Voilà, donc c'est le sermon et c'est cette séquence qui montre bien le titre du film, où Walid parlait à sa population. Voilà. Donc le sermon du prophète, c'est le discours maladroit que ces terroristes prennent pour pouvoir recruter les gens. Et leur lutte, ils ne savent, actuellement, ils ne savent pas pourquoi eux-mêmes luttent, ils ne savent pas où ils sont partis. Tout ça, c'est pour quand même ils veulent fragiliser le gouvernement, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est vrai, ça va finir. C'est vrai qu'il y a des populations, les victimes sont les populations, sont nos frères, nos soeurs, nos mères. Mais leur lutte, ça ne veut pas aboutir. S'ils ne tuaient même pas les gens, on allait les regarder comme ça. Quand ils vont finir, sauter, parler de l'Est à l'Ouest, après ils vont arrêter. Mais comme ils tuent des populations, voilà pourquoi on en parle. Voilà, on en parle. Parce que moi j'ai donné un exemple. À Djibo, il y a la police qui a donné un témoignage où il y a un monsieur qui est venu à la police, au poste de police, et il est venu dire au policier que mes 2 enfants fréquentent un prêcheur dans ces 2 jours-là. Et lui pense que ses enfants sont en train de se radicaliser et que la police n'a qu'à l'aider. Donc la police a dit que la police n'a qu'à l'aider, mais la police n'a qu'à venir arrêter les enfants. La police a dit, bon, vous êtes venus nous dire ça, mais bon, nous on va mener nos enquêtes pour comprendre. Et le père dit au policier, quand moi je suis venu ici là, vous voyez, chez nous le commissariat souvent c'est pas clôturé, c'est au centre-ville, tout le monde te voit rentrer là-bas. Il dit lui il est sûr qu'on l'a vu rentrer là-bas, donc lui il ne peut plus repartir à la maison. Les gars disent non, t'inquiète, toi aussi il ne faut pas aller jusque là. Tu rentres, nous mènons nos enquêtes et puis on va voir si on va arrêter les enfants vu le monsieur. Quand le père est revenu à la maison, c'est fini pour lui. Les 2 enfants ils ont tué les pères. Oui, ils ont tué les pères. Prendre leur maman, remettre comme cadeau au monsieur, au prêcheur, et ils l'ont rejoint et puis ils sont partis. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Ok. Donc, ça fait que là-bas, il y a plein qui ont tué leur papa. Il y a plein qui ont tué leur papa en disant que le papa, l'islam qui suit, ce n'est pas la vraie islam. Ça, ce n'est pas l'islam que le prophète a demandé. Ce n'est pas comme ça il faut vivre. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Une fois qu'ils mettent ça dans la tête des gens, tu n'y peux rien, tu n'y peux rien. On a tenté même le procès de quelques-uns qu'on avait arrêtés. Mais au tribunal, vous voyez comment ils criaient. Criaient Allah Akbar, toi tu es Satan, quoi, tu ne peux pas me juger, toi tu es juge, tu ne peux pas me juger, c'est Allah qui doit me juger. Donc c'est compliqué. Donc une fois que ça rentre dans la tête, c'est compliqué. Ils arrivent à radicaliser certains. Quand sur le terrain, il y a d'autres qui sont vraiment radicalisés. Et eux, ils croient vraiment qu'ils mènent la djihad. Ils croient bien que chez eux qu'ils sont en train de lutter vraiment pour l'islam. Mais la majorité, ils sont là seulement pour avoir de l'argent. Mais l'argent, ça devient à la fin, ça devient un engrenage pour eux. Quand vous regardez le film, à la fin, le petit Oussou qui aimait l'argent, on l'a recruté. Là. Il a dit que tout ça, c'est quoi? Le gars dit que c'est l'argent qu'il voulait. Mais il a dit qu'il veut rentrer maintenant.
Le gars dit qu'il y a une autre mission, mais il dit que non, ok, mais attends, c'est quelle mission qui ne finit pas? Et que ça dit c'est réel. Aujourd'hui, quand ils recrutent, quand tu dis que tu as besoin de l'argent, il dit bon, on te recrute, on te donne 500 000 par mois. Pas 500 000 par mission. C'est une réalité. Hein. On a vu même, c'est des témoignages à Bobo aussi, ça. C'est 500 000 pour une mission. L'enfant vient, on le prend, on lui remet 500 000. Chez lui, c'est attends, quelqu'un qui n'a même pas 10 000 le mois, on lui donne 500 000 livres. Non, on lui voit ça comme c'est des millions. Il vient, on lui donne réellement. Il combat, on lui donne réellement. Il combat, il a l'argent maintenant. Maintenant, il va rentrer où? Tu ne peux plus revenir. Personne ne te laisse partir, tu peux venir les dénoncer. Donc, on ne te laisse plus partir. Tu vas rester dedans jusqu'à mourir. Donc, c'est ça, on dit aux gens de ne pas rentrer dedans. Sinon, ils arrivent à corrompre beaucoup à faire de l'argent. Il y a même un moment pour payer des motos qu'on vendait à 600 000, et ils cherchent des jeunes, ils leur donnent de l'argent, et ils disent, bon, la moto là, c'est à 600 000. Tu nous achètes une moto à 1 200 000. On lui donne 1 200 000. Le jeune, ça lui se dit, attends, moi, de là au marché seulement, j'ai un bénéfice de 600 000. Mais il prend l'argent. Il prend l'argent, il vient, il paye la moto, il va les remettre seulement. Il prend son argent. Et ces gens de complices sont l'armée a neutralisé beaucoup. Ok, merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous donnes sur le rôle des prophètes dans ce mouvement terroriste. Et ma question est celle de savoir, les prophètes en réalité, quelles sont leurs réelles ambitions? Est-ce que ce sont des ambitions d'ordre religieux? Est-ce que ce sont des ambitions d'ordre économique? Est-ce que c'est les deux? Non, au début quand je suis venu, c'était d'ordre religieux. Ils étaient là, ils disaient qu'il faut qu'on enseigne la charia à l'école. Il faut qu'on enseigne, on commence à couper des pantalons, vivre selon les règlements de la charia. C'est ce qu'ils nous demandaient. Bon, c'est ce qu'ils demandaient aux gens. Et qu'ils veulent changer ce gouvernement. Ce gouvernement vit à l'occidental, qui est en déphasage avec ce que la charia nous demande. C'est ce qu'ils disaient. Voilà pourquoi quand ils finissaient quand ils attaquaient le commissariat et tuaient des policiers, ils venaient dans les écoles, ils faisaient sortir des enfants. Souvent, ils égorgeaient les enseignants devant des élèves. Ils ont fait ça plein. Les élèves sont en classe, ils attrapent l'enseignant, on le gorge. Maintenant, souvent, quand le jour ils viennent où peut-être ils ont bien dormi, ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, et puis ils ne vont pas tuer l'enseignant. Mais ils vont lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il enseigne en arabe, il faut qu'il enseigne ceci, cela. S'il ne peut pas, ils vont l'affecter 1, 2, qui va venir enseigner en arabe. Ou bien simplement, ils ferment l'école, et puis, allez, tout le monde se cherche. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ça on peut dire qu'ils avaient une idéologie. Là, ils avaient un visage. On dit non, c'est des islamistes qui luttaient. Mais après, quand c'est fini, maintenant, ils viennent, ils disent rien. Ils viennent, ils tuent, ils continuent le chemin. Ils viennent, ils encerclent un village, ils viennent, ils tuent que des hommes, ils laissent des femmes. Ils viennent, ils tuent que des hommes, ils laissent des femmes. Et maintenant, c'est devenu autre chose encore. Ils viennent, ils tuent les hommes, ils s'en vont. Un autre groupe vient, ils tuent les femmes. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. D'autrement, c'est le lutte, c'est juste d'autres économiques. Voilà. Sinon, au début, quand ils viennent, ils disent qu'il faut enseigner la charia, et puis il y avait la zakat qu'on faisait payer aux commerçants et tout, ils avaient les régisseurs, tout. C'est un État islamique qu'ils voulaient vraiment instaurer. Mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils sont là, ils tuent, ils volent, ils tuent, pillent, violent. C'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le salaire. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent rien, parce que même l'argent qu'ils gagnent, ils ne profitent pas de ça. Puisque tu ne peux pas venir, tu ne peux pas faire des transferts. L'argent est sur toi, sur le terrain, tu fais quoi avec? Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils gagnent dedans, c'est tuer les animaux pour les manger, violer les femmes. C'est tout ce que, aujourd'hui, je peux dire que c'est le trophée qu'ils gagnent aujourd'hui qui est là comme ça. Et puis, ça le profit. Ah, je veux dire quoi? Sinon, c'est tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ils sont là, ils vivent ça, ils savent qu'ils vont mourir. Donc, c'est les derniers jours, ils font ce qu'ils ont à faire avant de mourir. C'est triste et merci de mettre tout ça en image à travers le film Le Sermon des prophètes. Peut-être si je peux poser une dernière question, c'est après ce film très engagé, ce film très militant,
Quels sont les projets à venir? Les projets à venir, c'est toujours dans le film. Ok. Parce que le film, il y a tellement à dire dans ce film, il y a tellement à dénoncer dans ce film, il y a tellement à promouvoir dans ce film qu'un seul long métrage nous laisse quand même sur notre faim. Donc, j'ai écrit, sinon que je suis en train de terminer une série sur le même sujet, sur le même thème. Voilà, là, je pense qu'avec ça, si on a pu avoir le financement pour pouvoir le faire, cette série, on pense qu'on va beaucoup plus développer. On aura vraiment beaucoup plus de temps de développer ce sujet. Parce que, comme je l'ai dit, quand nous, on fait un film, un long métrage de 1 heure et poussière. Donc, on a le temps de faire le tour de la question que les médias. Les médias, ils n'ont que 3 minutes pour les éléments dans le journal, ils n'ont que 2 minutes. Et puis avec ça, il y a une question d'éthique, de déontologie et tout. Donc voilà, le rédacteur en chef a son œil là-dessus. Donc eux, ils font ça un peu rapidement. Mais dans un film, on a le temps quand même de parler beaucoup de la chose. Mais dans une série encore, on peut aller encore plus profondément et attaquer beaucoup. Parce que quand le terrorisme, c'est un peu partout. C'est l'économie qui a des problèmes, c'est les populations, une question sécuritaire, c'est un problème économique, c'est un problème social. Il y a beaucoup à dire. Donc, vraiment, je suis en train de travailler sur cette série-là. Et Inch'Allah, si on a eu des bonnes volontés à nous accompagner, je pense qu'on pourra le réaliser. Et ça serait combien d'épisodes? Vous le savez déjà? Oui, bon, actuellement, on a 26 en main. Wow. Voilà. Une longue série. Voilà, on a 26 en main. Voilà, donc on souhaiterait aller à 52. Mais on a fait une avec une chute de 26. Donc 2 saisons. Voilà, on a fait une avec une chute de 26, avec une ouverture peut-être à 52. Voilà. Donc, et on va éventuellement retrouver quelques acteurs, actrices? Oui, la quasi-totalité même. Ok. S'ils sont disponibles. Voilà. Parce qu'on va mieux développer. Voilà, on va mieux développer. Et il y a de nouveaux personnages maintenant qui vont rentrer dedans. Ok. Voilà. Alors, on attendra que la série va sortir. Non, pas sortir d'abord, que la série soit produite. Bon, sur des chaînes qui seront accessibles aussi à un public international. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Ok. Donc, merci beaucoup, encore une fois, d'être venu, de nous avoir donné votre temps pour qu'on puisse parler de votre film. Et voilà, merci beaucoup. Et bon retour au Burkina. Bon, même si c'est dans une situation vraiment très, très compliquée. Et bon, tout en espérant que ça va se résoudre quand même un jour. Okay. Bon, merci aussi à vous de nous donner l'opportunité de parler de nos films et de notre pays, parce que c'est tout ce que nous souhaitons. Voilà, c'est vrai que les médias donnent des informations, ça ils les donnent selon eux, comme je viens de dire, selon leur vision. Nous autres, nous on a fait des films, nous aussi dans nos visions, nous on vit la réalité. Voilà, donc ces occasions comme ça, vraiment, ça nous sommes chaque fois ravis d'attraper cette perche et puis dire ce que nous passons et raconter ce que nous vivons. Voilà, donc le festival aussi Cinéma Africa de Bayreuth, vraiment, l'Afrique vous dit merci. Ouais, l'Afrique vous dit merci de cette fenêtre que vous ouvrez vers elle. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous surtout de partager aussi toutes ces histoires qui, en principe, à travers les médias, ne pourraient pas arriver ici. Donc, merci encore une fois. Ok, merci beaucoup.